Eh bien, nous allons continuer après ces deux premières sessions d'atelier et la séance plénière de ce matin qui était très riche en échanges. Et nous poursuivons sur la surveillance après chirurgie avec trois modérateurs, animateurs. Donc, docteur Béatrice Vincent Bonnet, qui est chirurgien au CHU Poissy-Saint-Germain. Monsieur Mohamed Guedi, qui est représentant des usagers. Et monsieur Christophe Minghetti, qui est président de l'URPS des infirmiers. Donc, ce que je voulais dire déjà, c'est que je suis ravie de la journée qui a abordé en fait tout ce qui serait simplement les bonnes pratiques, et que ces bonnes pratiques, finalement, nous les chirurgiens, on s'aperçoit que c'est grâce aux infirmières coordinatrices qu'on va vraiment les mettre en application. Donc merci au paramédical de soutenir les chirurgiens pour qu'ils améliorent leur pratique finalement. Et puis j'ai entendu un autre mot qui m'a beaucoup plu, c'est la gratification. Parce que finalement, on a tous envie de travailler, on aimerait bien gagner un peu plus de sous, mais on a aussi beaucoup besoin de gratification. Et dans un acte chirurgical, finalement, après une opération, c'est qui est gratifié ? Je ne voudrais pas le dire, mais peut-être que c'est nous, parce que nous, on voit les patients à un mois, et puis souvent, ils nous disent un petit peu merci. Mais finalement, les infirmiers, le personnel de l'hôpital, les médecins anesthésistes, l'équipe, elle n'est pas toujours gratifiée. Et je pense que cette gratification, il faut tout faire pour qu'elle vous retombe sur tous, parce que c'est ça qui est notre moteur. Voilà. Donc... Donc là, j'invite le docteur... attendez, je ne voudrais pas... Ah ben, voilà, c'est peut-être mieux Benahi, ça serait très bien. Alors, c'est le docteur Benahi. Ah, vous n'êtes pas encore présenté. Je fais ça très mal. Hein. Alors, présentez-vous chacun. Comme ça, bonjour, Christophe Minghetti, je suis infirmier libéral et je suis président de l'URPS Infirmiers Île-de-France. En fait, l'URPS représente les 8800 infirmiers libéraux d'Île-de-France. Et je remercie les organisateurs de nous avoir invités à cette journée qui est très intéressante. Voilà. Et je resterai à votre écoute si vous avez des questions supplémentaires à la fin de la présentation. Merci. Bonjour, je suis Sidi Mohamed Gadi, représentant des usagers et vice-président de France Asso Santé Île-de-France. À votre tour, ma chère. Donc, nous allons passer la parole au docteur Benahi, qui va nous parler d'un sujet qui est... Parce qu'on a tout fait avant, pendant, mais tout le problème, c'est qu'est-ce qui se passe jusqu'à au moins un mois après l'opération. Et donc, l'HAS a fait un très gros travail sur le taux de réhospitalisation et de complications J3, J30. Merci. Bon, merci à vous pour cette invitation. Donc, je suis ravie de partager avec vous les travaux de la HAS sur la mesure nationale des réhospitalisations à 3 jours, mais au-delà, après chirurgie ambulatoire. Donc, juste quelques mots pour replacer le contexte. Les enjeux autour de la chirurgie ambulatoire, c'est une priorité nationale depuis 2010, avec un objectif de chirurgie ambulatoire fixé à 70% en 2022 et rehaussé à 80% par le Haut Conseil de santé publique récemment. C'est un levier majeur pour optimiser l'offre de soins, réduire les infections nosocomiales et les coûts en diminuant le nombre de jours d'hospitalisation. Et donc, un programme national a été mis en œuvre pour développer cette activité chirurgicale sans concession à la qualité et à la sécurité de la prise en charge des patients, que ce soit avant, pendant ou après l'intervention. Donc, dans ce cadre-là, l'objectif de la HAS était de développer des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, de tout type, mais notamment de résultats, à partir des bases, qui soient intégrés dans une démarche qualité-gestion des risques en établissement de santé, pour améliorer les pratiques qui sont en lien avec donc, le résultat que l'on mesure, et in fine, bien sûr, le résultat pour le patient, donc le service rendu au patient. Alors, il s'agit d'un parcours avant, pendant et après l'hospitalisation. Et donc, les travaux de la HAS ont consisté à définir des étapes avant, pendant et après l'hospitalisation et de produire des indicateurs sur ces différentes étapes, notamment des indicateurs de processus issus de l'analyse des dossiers des patients, mais également des indicateurs de résultats de deux types. Un type qui consiste à recueillir par des questionnaires donc, le point de vue du patient sur le point de vue du patient, sur son expérience lors de l'intervention,
Et à partir du PMSI, un deuxième type d'indicateur de résultat qui consiste à mesurer les réhospitalisations, notamment entre 1 et 3 jours après chirurgie ambulatoire. Alors juste un mot, c'est qu'on avait aussi défini un indicateur qui mesure les conversions en hospitalisation complète. Malheureusement, il n'a pas pu être appliqué au national parce que, en fait, il n'est pas possible pour tous les établissements d'avoir un logiciel qui permette de garder le premier séjour en HP et de créer un deuxième séjour en HC. Ce qui fait que pour certains établissements, le séjour en hospitalisation partielle est écrasé et donc on ne peut pas le détecter via le PMSI. Et c'est fort dommage parce qu'on aurait eu un indicateur qui est cliniquement très pertinent. Donc globalement, les réhospitalisations après chirurgie peuvent être précoces entre 0 et 7 jours et au-delà tardives, avec un gros focus quand même dans la littérature sur les 30 jours. En 30 jours, bien sûr, la mesure est cliniquement pertinente et les complications qui motivent les réhospitalisations à 30 jours sont mesurables après toute chirurgie. Le délai de survenue de ces complications va être spécifique de l'acte, de l'intervention, de la technique utilisée, mais pas de sa réalisation en ambulatoire ou pas. En fait, c'est une mesure qui est pertinente pour l'amélioration, notamment dans une logique de parcours et de lien entre la ville et l'hôpital. Et à 30 jours, en fait, le lien avec la qualité de la prise en charge que nous, HAS, on souhaite mesurer au travers de nos indicateurs, reste à démontrer. Et en tout cas, si on mettait une mesure à 30 jours, il faudrait vraiment monter un modèle d'ajustement qui soit très, très performant. À 3 jours, par contre, la mesure, donc après une chirurgie ambulatoire à 3 jours, est cliniquement pertinente parce qu'il s'agissait de surveiller ce qui se passe immédiatement en sortie et pour que le gain en durée de séjour ne se fasse pas aux dépens de la sécurité des patients. Donc ce délai, par contre, est très spécifique de la chirurgie ambulatoire. Et donc, à 3 jours, c'était un enjeu de sécurité pour le patient sur lequel nous, on s'est fixé et on a développé des indicateurs avec ce délai-là qui puissent servir à la régulation nationale et régionale du déploiement de cette chirurgie. De plus, nous avons réalisé 2 retours au dossier. Un premier donc sur des données plus anciennes, mais un plus récemment sur les données 2018 et qui a fait l'objet d'un rapport publié en 2022. Ce retour au dossier sur plus de 3000 dossiers de patients réhospitalisés dans les 3 jours après leur intervention a montré que les réhospitalisations non programmées étaient majoritaires. Parce que je rappelle, à partir du PMSI, on mesure les réhospitalisations toutes causes. Donc elles sont majoritaires, celles qui sont non programmées, et de plus, elles sont liées en majorité également à des complications communes à toute chirurgie, pour la moitié à des douleurs. À 3 jours, en fait, la moitié des réhospitalisations qui étaient analysées étaient dues à des douleurs. Et pour le reste, hémorragie, nausées, vomissements ou céphalées. Donc, on peut faire le postulat que ces complications précoces puissent être liées à un défaut de qualité et qu'on peut les réduire en fait encore, notamment celles qui sont liées à des douleurs, par la mise en place d'actions d'amélioration. De plus, ces complications sont potentiellement en lien avec les pratiques qui sont en lien avec les pratiques donc cliniques et organisationnelles, notamment l'éligibilité en amont, mais aussi l'autorisation de sortie après l'intervention, la qualité de la lettre de liaison et notamment l'information des patients et le contact entre J1 et J3. Et enfin, donc, ces réhospitalisations à 3 jours doivent être mesurées. Il y a un intérêt à le faire pour qu'à nouveau, le gain en nombre de jours ne se fasse pas aux dépens de la sécurité de nos patients. Alors, nous ne faisons pas de l'épidémiologie. Donc, en fait, ce qu'on fait en général, c'est qu'on cible une population de patients qui ont eu une chirurgie en ambulatoire avec un potentiel d'amélioration. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, on va inclure des patients admis pour une chirurgie programmée en ambulatoire, en dehors de l'urgence, qui viennent de leur domicile, qui sortent vers leur domicile le jour même, que cette intervention soit réalisée dans une UCA ou pas. Donc nous, on cible l'établissement MCO. Et ces séjours doivent grouper dans un GHM avec 3e caractère en C, c'est-à-dire un acte classant de chirurgie, mais également dans une des 7 racines qui font partie du périmètre de la chirurgie ambulatoire qui a été définie en 2015 avec la TIH. On va exclure, bien sûr, tout ce qui est problème de qualité des données, puisqu'on mesure ces séjours dans le PMSI, notamment les séjours en erreur. On va exclure également les patients âgés de moins de 6 mois, parce que ces prises en charge relèvent donc de services très spécialisés. Et les IVG médicamenteuses qui se trouvaient dans le périmètre initial, les décès lors de l'intervention, les prises en charge en urgence, la sortie par fuite également, parce qu'on ne peut pas imputer du coup une réhospitalisation quelconque à la qualité de la prise en charge si le patient n'a pas eu la prise en charge complète. Et autre retour des établissements et du retour au dossier, on a exclu également les injections intravésicales de toxines botuliques qui font partie
du périmètre, qui ne sont pas vraiment des actes de chirurgie en tant que tels. Et le retour au dossier nous a montré que beaucoup de réhospitalisations programmées étaient des interventions sur le deuxième œil, par exemple pour la cataracte, sur la chirurgie du pied et la chirurgie des varices. Donc, on a pris comme postulat de ne pas prendre la première réhospitalisation, mais de commencer à compter les réhospitalisations à partir de la deuxième, pour diminuer le bruit de fond donc, et pouvoir cibler sur vraiment quelque chose qui ait du sens en termes d'amélioration. Donc, à noter que le périmètre est celui qui a été fixé en 2015, qui n'a pas été revu depuis, et qui ne comprend pas donc les explorations ou interventions par endoscopie et fibroscopie notamment, qui relèveraient donc d'une prise en charge médicale, mais également des actes interventionnels. Donc, nous, on demande à l'ATIH de revoir le périmètre de la chirurgie ambulatoire pour qu'il puisse notamment peut-être intégrer les actes interventionnels. Et on a besoin de vous donc pour pouvoir faire remonter cette demande également, ou notamment organisation professionnelle. Les événements que l'on mesure, ce sont les réhospitalisations entre 1 et 3 jours après chirurgie ambulatoire. Et on exclut ici, bien sûr, de ces réhospitalisations les séjours en erreur, les séances, qui sont une grosse majorité de réhospitalisations à 3 jours. Mais on exclut également les traumatismes graves, qui sont vraiment très peu fréquents, et les accouchements, puisque ça n'a a priori aucun lien avec la qualité de la prise en charge. Donc, je vous ai mis le lien vers les fiches descriptives si vous voulez plus de détails. Alors, je voulais aussi partager avec vous les limites de la mesure des réhospitalisations à partir du PMSI qui s'applique quel que soit le délai. Le caractère non programmé de la réhospitalisation n'est pas identifiable dans le PMSI. Et en ce qui concerne les réhospitalisations à 3 jours après chirurgie ambulatoire, il n'était pas pertinent de sélectionner uniquement celles qui reviennent les patients qui reviennent dans le cadre de l'urgence, puisqu'une grosse partie de ces patients reviennent directement à l'UQA et ne sont pas hospitalisés via les urgences. Une réhospitalisation toute cause ne préjuge pas du caractère justifié ou pas. Et jusqu'à preuve du contraire, la réadmission d'un patient reste une chance d'accéder à des soins dont il aurait besoin. Donc, seule l'analyse du retour au dossier va permettre de caractériser cette réhospitalisation en non programmée, liée au séjour index, liée à une complication médicale, voire évitable. Et donc, il n'y a que ce travail-là de fond, de recherche des causes, qui pourrait permettre de cibler des actions d'amélioration. Autre chose, les réhospitalisations le jour même de la sortie ne sont pas identifiables dans le PMSI. Ça n'ouvre pas un nouveau séjour. Et les patients qui vont décéder chez eux entre la sortie et le 3e jour, qui ont recours aux urgences sans être réhospitalisés ou qui ont recours à des consultations programmées, ne sont pas pris en compte dans cet indicateur. Alors, quelles mesures pour pouvoir évaluer les réhospitalisations à 3 jours ? Globalement, les indicateurs de résultats de la HAS qui sont mesurés à partir du PMSI sont des ratios standardisés du nombre observé sur attendu d'événements dans une population ciblée. Nous avons tenté un ratio global, donc toute réhospitalisation confondue, standardisée bien sûr sur la racine de GHM par rapport au volume et à la sévérité des prises en charge. Il est non pertinent et non discriminant. Donc, nous n'avons pas du tout utilisé cet indicateur, ni en interne pour l'amélioration, ni en externe en diffusion publique ou pour le financement. Donc, avec le groupe de travail, nous avons décidé de descendre au minimum au niveau de la racine de GHM, donc groupe homogène de maladies, qui, lui, est pertinent et discriminant. Problème, il y a plus de 200 racines de GHM dans la chirurgie ambulatoire. Donc, il a fallu réfléchir avec les professionnels pour identifier et cibler des prises en charge avec potentiel d'amélioration. Donc, nous avons, avec les professionnels et les sociétés savantes et les conseils nationaux professionnels, validé 3 critères pour dire qu'une prise en charge a un potentiel d'amélioration. Un premier qui est issu des retours au dossier qu'on a effectués. Il fallait qu'un taux de réhospitalisation non programmé soit majoritaire. Et là, on avait une liste de racines qui cochait ce critère-là à partir des retours au dossier. Et 2 autres critères qui proviennent du PMSI. Un taux national de réhospitalisation, donc dans l'intervention, au moins 2 fois supérieur à celui toute racine confondue, qui est de 0,5% et qui est stable depuis 2018 jusqu'à présent. Et un taux de réhospitalisation dans l'établissement où a eu lieu la prise en charge qui soit au moins égal à celui qui était observé en 2018 de 66%. Ce dernier critère est très particulier, mais il était important pour nous que les établissements qui aient des réhospitalisations puissent pouvoir retourner dans la majorité des dossiers de leurs patients pour pouvoir analyser les causes, les pratiques et en tirer quelque chose pour l'amélioration.
Donc tout est bien détaillé dans ce rapport qui est en ligne sur notre site. Les 6 prises en charge qui cochaient les 3 cases sont les interventions sur les amygdales, les hémorroïdectomies, les cholécystectomies, les interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour lithiase urinaire et pour affection non lithiasique et les prostatectomies transurétrales. Donc, ces prises en charge ont permis de définir 6 indicateurs qui sont des ratios standardisés calculés à partir du PMSI. Alors, entre autres, ces indicateurs permettent aussi d'identifier des établissements qui ont des résultats moins bons que prévus, avec un très faible risque statistique d'erreur. On les rend en général, ces résultats, dans un funnel plot ou diagramme en entonnoir. Ce diagramme comporte 2 lignes bleues qui correspondent aux limites à 3 déviations standards. Ces limites permettent de positionner le résultat d'un établissement avec un risque d'erreur statistique de 0,2%, donc avec beaucoup de confiance et de robustesse en la méthode. On a aussi des lignes en grisé qui correspondent aux lignes à 2 déviations standards. Celles-là, en fait, sont liées à un risque statistique d'erreur de 5%, ce qui est énorme, en fait, pour des complications qui surviennent autour de 0,5 à 1%. Donc, on utilise la limite à 3DS. Et on utilise la supérieure pour dire qu'un établissement a vraiment des résultats atypiques hauts lorsqu'il est positionné au-dessus de cette limite. Juste en 2022, 954 établissements de santé ont été évalués en France pour la chirurgie ambulatoire. La première restitution des résultats a eu lieu l'année dernière, sur les données 2019, et la deuxième restitution a eu lieu le 16 novembre dernier, à tous les établissements de santé concernés, sur des données 2022 avec une évolution 2021-2022, donc on a sauté l'année 2020 pour des raisons évidentes. Ce qu'on rend aux établissements, c'est bien sûr le résultat sur les 6 indicateurs validés, mais on leur rend aussi beaucoup d'informations complémentaires sur toute leur réhospitalisation par racine de GHM et également leur taux global de réhospitalisation à 3 jours et à 30 jours, tout ça pour qu'ils les utilisent dans leur dynamique d'amélioration. Alors, je ne vais pas présenter cette diapo, mais globalement, ce sont les résultats des 6 indicateurs sur les données 2022. La première colonne, ce sont les séjours cibles. La deuxième, ce sont les taux de réhospitalisation à 3 jours. Et là, je voulais aussi montrer le minimum et le maximum du taux de réhospitalisation à 3 jours au niveau des établissements. Et on voit que ça varie de 0 à jusqu'à 100% pour certaines prises en charge. À côté, c'est le nombre d'établissements évalués pour chacune des prises en charge. Et l'avant-dernière colonne, c'est le nombre d'établissements qui sont atypiques hauts. Et donc, sur les 954 établissements évalués en 2022, 33 établissements ont ce résultat atypique haut à plus 3DS, versus 21 en 2021, et un seul l'était les 2 années consécutives sur les hémorroïdectomies. Et comme je vous l'ai montré, la variabilité interétablissement de ce taux est importante, puisqu'il peut aller de 0 jusqu'à 100% pour certains établissements, et aucun établissement n'est atypique pas bas, donc avec des résultats plus performants que prévu. On voit au niveau des établissements atypiques hauts, je vous ai mis plus 7, plus 2. En fait, c'est l'évolution entre 2021 et 2022 du nombre d'établissements dans cette situation. Et on voit qu'il y a une augmentation quand même importante qu'on n'explique pas pour les amygdalectomies. Donc, on a généré les résultats pour l'Île-de-France, pour les partager avec vous aujourd'hui. Donc, vous avez exactement les mêmes informations, mais pour les établissements d'Île-de-France. Alors, 159 établissements d'Île-de-France ont été évalués sur la chirurgie ambulatoire. Un seul est atypique haut pour les prostatectomies transurétrales et aucun, bien sûr, a de meilleurs résultats que prévu. Il existe aussi une variabilité interétablissement, mais elle semble quand même moins importante que celle que l'on voit au national. Alors, sachez que les ARS ont une vision des résultats. Et que donc les ARS peuvent voir le funnel plot, le diagramme en entonnoir. Les points verts sont ceux des établissements de l'ARS en question qui a des résultats non atypiques hauts. Les points rouges, comme on le voit ici, c'est les résultats atypiques hauts. Et les points gris, ce sont les résultats bien sûr anonymisés de tous les établissements qui sont en dehors de la région de l'ARS. Les établissements ont la même vision, plus les infos complémentaires, mais on leur donne aussi, la flèche en jaune le montre, leur localisation entre la limite à 2 et à 3 DS, qui est une localisation borderline. Certes, le risque d'erreur est important, mais quand même, ils ont des résultats qui appelleraient une investigation de leur part.
Globalement, pour la chirurgie ambulatoire en Île-de-France versus le national, on a plus de 1 million de séjours cibles de chirurgie en Île-de-France, ce qui représente 34% de tous les séjours détectés au national. Il y a une grande diversité d'interventions en Île-de-France, puisqu'on retrouve 216 racines sur les 221 évaluées au national. La quasi-totalité des établissements sont concernés par les réhospitalisations. Il y en a très peu qui n'ont pas de réhospitalisation à 3 jours ou à 30 jours. Et ces réhospitalisations ont lieu en majorité dans l'établissement où a eu lieu l'intervention, un peu moins quand même pour les établissements d'Île-de-France. En ce qui concerne le taux de réhospitalisation à 3 jours, alors 159 établissements évalués en Île-de-France, ce qui sont à peu près les mêmes en 2021, ils représentent 17% de tous les établissements évalués. Les catégories d'établissements donc, sont affichées, ce sont les mêmes grosso modo que celles qu'on voit au national, avec pour la moitié des privés et un quart des CH. Ils totalisent 6% des réhospitalisations détectées au national. Leur taux de réhospitalisation est de l'ordre de 0,5%, similaire au national. Par contre, 44 établissements d'Île-de-France ont des résultats moins bons que prévus, en dehors des 6 indicateurs ciblés. Et ces établissements reçoivent cette alerte en leur disant, voilà, vous avez pour telle ou telle racine, plus de réhospitalisation que prévu. À 30 jours, le taux de réhospitalisation est de l'ordre de 11%, légère augmentation par rapport à 2021. Il semble légèrement inférieur au taux national, qui est de 12%. Voilà. Alors en 2023, ces indicateurs, bien sûr, sont utilisés pour le pilotage interne de la qualité en établissement, mais également pour la certification et pour la diffusion publique, notamment via le site Qualiscope. Les prochaines campagnes auront lieu en 2025 sur les données 2024 avec une évolution 2023-2024. Voilà quelques références que nous utilisons, notamment une publication qu'on a faite dans Risque et Qualité qui pourrait vous intéresser. Et pour en savoir plus, je vous ai mis les liens vers les indicateurs de réhospitalisation, bien sûr, mais également les indicateurs de processus et ISATIS en chirurgie ambulatoire, dont les résultats vont être publiés très prochainement. Voilà. Cool. Bon, alors, donc si j'ai bien compris, j'invite Mohamed Ashraf, qui lui va nous parler du taux de réhospitalisation à J30, c'est ça? Voilà, là on a eu le J3 et le J30, c'était pas tout à fait très clair dans le libellé, j'avais pas compris qu'il y avait les deux topos. Merci. Yes. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Mohamed Ashraf, chargé de projet plateau médico-technique à la direction de l'offre de soins de l'ARS Île-de-France. Et dans la continuité de la présentation de Madame Benaïeb, je vais vous présenter une étude que nous avons réalisée avec l'Observatoire régional de la chirurgie sur les besoins médicaux et sociaux dans les 30 jours après une chirurgie ambulatoire sur un échantillon de plus de 1000 cas. Alors, quelques éléments de contexte pour commencer. Donc, comme vous savez très bien, la prise en charge des patients en ambulatoire doit être bien structurée et bien sécurisée, avec, dans un premier temps, une évaluation préopératoire de l'éligibilité du patient, donc la décision de réaliser l'intervention en ambulatoire ou pas, la préparation du patient, donc à travers la consultation infirmière, la prescription bien évidemment anticipée de l'ordonnance et l'appel à J-1. Ensuite, la phase après l'intervention chirurgicale, la phase d'autorisation de sortie avec l'évaluation médicale réalisée par le médecin. Enfin, et ce qui est très important, c'est le suivi du patient à travers un appel téléphonique à J+1, puis d'habitude la consultation à 1 mois de l'intervention chirurgicale. Et un petit rappel, comme l'a évoqué Madame Benaïeb juste avant, le Haut Conseil de la Santé publique recommande ou indique que entre 70% et 80% des interventions chirurgicales peuvent être réalisées en ambulatoire. Mais la question qui se pose, c'est qu'en est-il du suivi et de la qualité du suivi post-opératoire? D'habitude, ou parfois, le parcours du patient, on pense parfois que le parcours du patient s'arrête à J+1, avec l'impression que les patients n'ont pas de besoin post-opératoire au-delà du J+1. Mais
La Haute Autorité de Santé avait réalisé un rapport en 2018 qui avait démontré que 30% des patients n'ont pas reçu de numéro de téléphone à contacter en cas d'urgence après leur intervention chirurgicale. Et une autre étude interne à l'hôpital Saint-Louis en 2016 avait démontré que 20% des patients opérés en ambulatoire présentaient des besoins au-delà de J+1. Donc déjà, dans un premier temps, on peut voir que, en effet, parfois, les patients ont des besoins au-delà de J+1. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que les patients opérés en chirurgie ambulatoire ont-ils réellement des besoins médicaux et sociaux au-delà du J+1 post-opératoire? Par conséquent, l'objectif de notre étude, qu'on appelle l'étude J+30, est, dans un premier temps, d'analyser les besoins médicaux et sociaux exprimés par les patients opérés en ambulatoire dans les 30 jours post-opératoires. Deuxièmement, analyser les solutions envisagées par les patients. Donc, comment ont-ils réagi quand ils ont eu des besoins post-opératoires? Et enfin, bien sûr, proposer, le cas échéant, des stratégies qui nous permettent de réduire ces besoins et bien évidemment améliorer la prise en charge post-opératoire. Notre étude était prospective, à visée descriptive, de mai à juin 2017 sur 7 établissements de santé franciliens de statut assez hétérogène. Donc on a des unités de chirurgie ambulatoire polyvalentes, d'établissements privés, des unités de chirurgie ambulatoire spécialisées du sein dans des établissements ESPIC, dans des hôpitaux universitaires, dans des établissements, dans des centres de santé publics, dans des centres hospitaliers publics. Voilà, donc c'est assez hétérogène. Et notre méthode de recueil de données était à travers l'envoi d'un SMS, d'un questionnaire via un SMS avec 2 volets, le premier médical et le deuxième social. L'envoi des SMS a eu lieu en 3 temps. Pour le volet médical, un premier envoi à J+3, donc à 3 jours de l'intervention, le deuxième à 13 jours de l'intervention et le troisième à 23 jours de l'intervention pour le volet médical. Mais pendant que pour le volet social, donc un premier envoi à J+5, deuxième envoi à J+15 et un troisième envoi à J+25. En ce qui concerne la collecte des données, donc quelques données générales ont été recueillies, qui concernaient l'âge, le sexe du patient ou de la patiente, la discipline chirurgicale de l'intervention. Pour les besoins médicaux, les données collectées concernaient l'appel du patient, donc demander au patient est-ce que vous avez fait un appel à J+3, à J+13 et à J23, donc avec des réponses oui ou non. On avait recueilli également les motifs des appels, donc est-ce que vous avez réalisé cet appel suite à des nausées, des vomissements, des douleurs, des pansements? Est-ce que cela concernait généralement les pansements et la cicatrice? Est-ce qu'il y a eu du saignement, etc. Et on avait recueilli également les solutions, les solutions auxquelles le patient a eu recours. Donc, avez-vous appelé votre hôpital où on vous a opéré? Avez-vous appelé un proche de votre famille? Est-ce que vous avez appelé une infirmière? Les urgences, etc. Pareil pour les besoins sociaux, appel à J5, 15, 25, oui ou non. Les motifs d'appel, est-ce que vous avez eu des difficultés à manger, des difficultés à vous laver, des difficultés à vous déplacer? Est-ce que vous avez eu besoin d'une aide domestique pour réaliser les tâches ménagères? Et enfin, les solutions auxquelles le patient a eu recours, donc appel familial ou appel du soignant, d'un aidant professionnel. Alors, nos résultats étaient assez intéressants. Voilà, ça c'est l'échantillon. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette diapositive. C'est juste pour montrer que l'échantillon était de 1439 patients.
et que les caractéristiques de notre échantillon étaient on avait une patientèle assez hétérogène avec des tranches d'âge différentes, une part à peu près égale d'hommes et de femmes dans l'échantillon et des disciplines chirurgicales quasi exhaustivement représentées. Dans un premier temps, on va voir ensemble les résultats du volet médical. Donc, en ce qui concerne le volet médical, on peut voir que le taux d'appel était de 15,5% à J+3, ce qui est assez conséquent, et de 14,7% à J+13. Donc, généralement, on a des besoins médicaux d'environ 15% jusqu'au 13e jour post-opératoire. En ce qui concerne les motifs d'appel, on voit bien évidemment la taille des barres est assez surprenante. Donc 15% en moyenne d'appels pour des douleurs, des saignements et des pansements, ce qui est assez impressionnant. Et en ce qui concerne les solutions auxquelles ont eu recours les patients, on voit bien évidemment un recours assez important, voire le plus important à l'hôpital, ce qui est assez logique parce que c'est où l'intervention chirurgicale a eu lieu. Mais ce qui est assez surprenant aussi, c'est qu'une part importante des patients ont contacté leur médecin traitant, une infirmière ou les urgences. Donc ça nous pousse à nous interroger sur le suivi post-opératoire de ces patients. En ce qui concerne le volet social, on voit que c'est à peu près la même chose, avec jusqu'à J+15 un taux d'appel de plus de 12%. Donc les patients jusqu'au 13e jour avaient toujours des besoins sociaux, avec une part assez conséquente des besoins sociaux à J5 de 25,9%. Les motifs des appels pour le volet social étaient principalement des difficultés à manger et des difficultés à se déplacer, ce qui est assez important, et une part un peu moins importante liée à des difficultés à se laver et réaliser les tâches domestiques. Ensuite, les solutions auxquelles les patients ont eu recours, comme on peut voir, 88% des appels à la famille et non à un professionnel de santé, ce qui est assez hallucinant, si j'exagère pas trop. J'ai tendance à exagérer parfois, mais je crois pas que ça soit le cas. Donc, au total, on voit que pour le volet médical, on avait un taux d'appel à J+3 de 15,5%, 15% à peu près à 13 jours de l'intervention, avec donc en conclusion des besoins médicaux persistants sur les 30 jours post-opératoires. Il y a deux explications possibles à démontrer. Est-ce que le livret d'information a-t-il réellement été réalisé et a-t-il été livré au patient? Est-ce que le patient a bien compris le contenu du livret d'accueil? Question. En ce qui concerne les motifs d'appel, on voit que 15,5% des patients ont appelé à J+3 pour des pansements et des cicatrices, de 10% à J13. Donc, est-ce qu'il y a eu un problème de non-planification des soins post-opératoires en préopératoire? Est-ce qu'il y a des problèmes liés à l'infection de la plaie? Donc, ça interroge également sur la planification des soins. Ou est-ce que le patient a oublié tout simplement ses rendez-vous de suivi? La deuxième dimension aussi des motifs d'appel, c'est la douleur. 15% à peu près de douleur à J3 et 12 et 13% à J13 et J23. Donc, quelques explications possibles, mais ce n'est que des hypothèses. Est-ce que la prescription anticipée des antalgiques a-t-elle été faite? Est-ce qu'elle a été faite correctement? Les explications précises sur les modalités de prise des antalgiques les explications sur les modalités de prise d'antalgiques a-t-elle été précises? Est-ce que le patient les a bien compris? Est-ce que le patient a bien appliqué les conseils qui lui ont été faits? Enfin, deuxième volet, le volet social. Donc, les choses à retenir aussi concernent. Donc, on peut conclure que les difficultés à manger, comme on a vu précédemment, les difficultés à manger étaient liées à l'âge, au sexe, à la chirurgie, au type de chirurgie. Donc, c'était principalement de la chirurgie ophtalmique et de la stomatologique, avec 31% des patients à J5 qui avaient des difficultés à manger,
5,7 à J15 et 10 à J25, donc c'est pas assez conséquent, mais des difficultés à manger à J5 d'un taux de 30%, c'est assez conséquent, et c'était lié aux interventions, à la chirurgie ophtalmologique et à la chirurgie stomatologique. Donc, ce qui est assez logique parce que avec des problèmes de vision ou des problèmes faciaux, c'est pas tout à fait évident de manger. Ensuite, en ce qui concerne les difficultés à se laver, le lien était significatif en ce qui concerne l'âge des patients, surtout par les patients âgés de moins de 20 ans, ce qui est aussi assez logique parce que dans cette part de l'échantillon, on peut avoir des enfants qui sont assez jeunes, donc oui, qui ne soient pas tout à fait autonomes. Et ces difficultés étaient également liées à la chirurgie orthopédique, ce qui est également assez logique. Mais ce qu'il faut garder en tête également, c'est que ces besoins étaient de 14% de l'échantillon à J5. Donc, au-delà du J1, il y avait toujours des besoins sociaux. Voilà, donc je viens d'évoquer le fait que les patients jeunes donc ne sont pas assez autonomes et que la chirurgie orthopédique est peut-être assez liée aux difficultés que je viens d'évoquer. En conclusion, nos résultats, résumés en quelques phrases, pour le volet médical, 15,5 des appels, il y a eu 15,5 de l'échantillon qui a appelé à J+3, 14,7 à J13, ce qui est assez conséquent. Les principaux besoins étaient des pansements, la douleur et des saignements. Donc ce sont vraiment des besoins qui sont assez importants après une chirurgie. Et la solution à laquelle les patients ont eu recours après leur intervention, quand ils ont identifié un certain besoin, c'était de contacter leur médecin généraliste pour les douleurs, les infirmiers pour les pansements et les urgences pour les saignements. Pendant que l'idéal, normalement, c'est de s'orienter vers l'hôpital où nous avons été opérés. En ce qui concerne les besoins sociaux, en quelques phrases, 25,9 des patients avaient appelé à J5, 12,8 à J15, ce qui reste important, ce sont des taux assez importants pour des besoins qui concernent des difficultés pour manger, des difficultés pour se déplacer et des difficultés pour se laver et pratiquer les tâches domestiques. Enfin, et ce qui est le plus étonnant dans cette enquête, c'est que les patients pour les besoins sociaux se sont orientés directement à leur famille, dans la majorité des cas, et non aux soignants. Pour réduire ces besoins et pour améliorer la prise en charge post-opératoire des patients, c'est assez simple. Il suffit de faire un suivi au-delà du J+1. Donc, voire jusqu'à J+30, idéalement, de préparer en préopératoire l'organisation des soins et des suivis post-opératoires, quelle que soit la dimension, que ça concerne des soins, que ça concerne le traitement, que ça concerne les consignes post-opératoires données aux patients, tout en tenant compte des besoins sociaux des patients. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Alors, je vous propose d'abord de remercier Madame le docteur Badaï et Monsieur Ashraf pour leur très belle présentation et de venir nous rejoindre à la table ronde ici. On va tout de suite enchaîner sur les solutions proposées. Comme ça, on aura le temps après d'échanger avec vous. Alors, je m'auto-présente. Hop, je change de micro. Donc là, on va vous proposer, je crois, 5 solutions différentes. En fait, elles sont probablement complémentaires et adaptées au type de chirurgie et aux établissements dans lesquels on travaille. Donc, il ne faut pas les voir en compétition, il faut les voir en complémentarité. Donc là, je vais commencer par un topo très court qui concerne quelque chose que j'ai mis en place pour ma part au moment du Covid, qui est la téléconsultation post-opératoire pour éviter aux patients de revenir à l'hôpital vu le contexte pandémique. Et j'ai maintenu cette téléconsultation tellement c'est génial. Pourquoi c'est génial? Ça concerne toute la chirurgie viscérale. Vous avez vu qu'en orthopédie, le système est souvent très bien organisé en post-opératoire, mais alors en viscérale, eh bien, on est un peu les mal lotis. Et vous avez vu qu'à J30, le vrai problème, c'était les hémoïdectomies et les cholécystectomies. Or, ce sont des actes qu'on fait de plus en plus en ambulatoire. Donc, pour ces actes qui ne paraissaient pas si majeurs que ça, eh bien, il y a un vrai problème en post-opératoire jusqu'à J21. Et vous savez que pour toute la chirurgie, les complications apparaissent en général entre le 3e et le 5e jour. Donc, si le chirurgien revoit son patient à 1 mois, pourquoi 1 mois? Parce qu'avant, il n'est pas rémunéré, c'est inclus dans l'acte opératoire. Donc, il ne le voit qu'à 1 mois, mais c'est trop tard pour les complications et c'est trop tôt pour les résultats finaux.
Donc, il faut peut-être faire quelque chose avant. La téléconsultation, dans la semaine qui suit l'opération, c'est peut-être une façon d'être là au bon moment. Alors, pourquoi entre J3 et J5, je viens de l'expliquer. Et comment ça se passe? Eh bien, le jour de l'opération, avant sa sortie, le patient reçoit déjà la convocation pour ce rendez-vous post-opératoire avec son chirurgien. Et ça va le rassurer. Même s'il n'a pas le temps d'aller signer, parce que c'est l'interne qui va signer la sortie, ça arrive souvent comme ça, il sait déjà qu'il reverra son chirurgien. Et qu'est-ce qui va se passer dans l'intervalle? Le lendemain, il a son appel du lendemain. Donc l'infirmière l'appelle. Très souvent, le lendemain, ça va bien. Ça se gâte après. Ça se gâte après, mais comme il sait qu'il va voir son chirurgien, il suit les prescriptions parce qu'il a peur d'être grondé. Donc, il lit bien, il suit les consignes, il relit le livret qu'il n'avait jamais lu. Quand ce n'est pas lui, c'est sa famille. Quand c'est un monsieur, c'est en général madame. Mais là, tout d'un coup, tout le monde s'attaque au problème. Tiens, maintenant que je suis rentrée à la maison, 1, je lis mon compte-rendu opératoire, je ne comprends rien à ce qu'elle m'a fait. 2, je vais lui poser la question. 2, je vais quand même suivre les consignes parce que des fois que... Du coup, on n'appelle plus dans le service, on ne rappelle pas la secrétaire pour tout, on attend ce rendez-vous et on le prépare. Et les patients attendent la consultation parce qu'ils vont me recevoir chez eux. Parfois, c'est un peu... Bon, enfin, mais bon. Mais bon. Et donc, cette téléconsultation, elle me permet d'être en prise directe, face-to-face, avec le patient. Là, je vois tout de suite la tête qu'il a. Je vois tout de suite si ça va ou si ça ne va pas. Il n'y a presque pas besoin de poser de questions. En tout cas, il n'y a pas besoin de voir la plaie. En plus, comme moi, je fais des chirurgies hémorroïdaires, vous voyez, c'est aussi bien comme ça. Donc, je vois sa tête, je sais s'il a mal, s'il n'a pas mal, si les nuits sont bien passées, et même s'il a été déjà fait un caca ou pas. Donc, face-to-face, on voit la tête. J'évalue la douleur, je n'ai pas besoin de la mesurer, mais quand même, je fais une EVA que je note, puisque je trace ça dans le dossier. Et puis, je lui demande s'il a mal, pourquoi, quel traitement il a pris, je réajuste le traitement. Donc c'est très facile. Et s'il manque quelque chose, je peux lui faire une ordonnance qui lui sera tout de suite envoyée par mail dans la foulée de la consultation. Je lui pose aussi des questions spécifiques à l'acte opératoire, comme on pourrait le faire après vésicule, après chirurgie bariatrique, etc. Et puis pour ce qui est d'une cicatrice, eh bien, soit l'infirmière qui est passée va me préciser au patient, vous lui direz que c'est bien, voilà. Ou bien, s'il y a un doute, l'infirmière peut demander au patient de prendre une photo, ou le patient prend une photo. On en parlait de ce problème de la photo transmise comment, de façon bon. En tout cas, je demande au patient l'autorisation de m'envoyer une photo. Et très souvent, le suivi par photo, ça ne marche pas si mal que ça. Et ça permet de rassurer le patient et de lui éviter de se déplacer. Bien entendu, à la moindre alerte, je lui dis que je le convoque pour le voir en consultation tout de suite, ou je peux même le faire aller aux urgences dans un système... trompé là. Dans un système de circuit court. Qu'est-ce qu'on appelle circuit court? Alors, cette consultation à la quoi elle est tracée, donc le médico-légal, il est bien. Il est contrôlable par la CNAM, même s'il est gratuit. Parce que c'est ça que je veux dire, c'est que maintenant, c'est gratuit. Donc, je travaille aussi un peu à la révision de la nomenclature et j'essaye de dire à la CNAM, mais je ne sais pas si elle m'entend, si vous voulez qu'on travaille sur des parcours patients, il faut dissocier l'acte de ce qu'on fait autour de l'acte, que ce soit la préhabilitation, la post-habilitation, la consultation post-opératoire. Si tout ça n'est pas évalué séparément, comment comprendre le coût d'un parcours patient si on doit intégrer ça dans une globalité d'actes pifométriquement calculés sur des scores assez subjectifs? Bon, ça, c'est notre réflexion, mais elle est importante. Donc, je ne sais pas si je vais gagner la partie, mais en tous les cas, je leur ai dit. Donc, le tout, ce n'est pas que ce soit gratuit, c'est que ce soit au moins quantifié. Il faut l'acter, en tous les cas. Donc, s'il y a un problème, le circuit court, on a bien entendu remis aux patients tous les numéros de téléphone, mais surtout, moi, je leur remets un document et je me suis arrangée avec les urgentistes et je pense que plein d'établissements, c'est un problème, le retour aux urgences. Quand on est dans un hôpital, dans une clinique, c'est probablement plus facile d'être assez direct. Eh bien, ils viennent avec leur document chirurgical, ils disent qu'ils sortent de l'hôpital et qu'ils sont dans le mois qui suit l'opération, donc il faut tout de suite appeler l'interne de chirurgie, c'est pas la peine d'attendre l'urgentiste. Voilà, donc c'est un circuit court aux urgences. Et si tout va bien, eh bien à ce moment-là, au lieu de les consulter à un mois, ce qui ne sert à rien, je les revois en général à 2 mois, voire plus. Donc maintenant, je vais poursuivre sur un deuxième acte qui est beaucoup plus récent. Celui-là, il date de décembre 2020. Et c'est un acte d'infirmier libéral, un nouvel acte que vous ne connaissez peut-être pas tous, qui s'appelle « Séance de surveillance clinique et d'accompagnement post-opératoire entre J1 et J-Suisse ». Et on a droit à 3 séances, entre 1 et 3 séances. Et ces séances consistent
donc à suivre des items, je vais vous l'expliquer plus tard, qui est une visite à domicile d'une infirmière. Elle peut s'y associer à un soin de plaie, donc ça fait un AMI 3.9, plus un AMI 2.2, plus un déplacement soit au forfait, soit au kilomètre. Le tout va vous coûter 18 €. Ça veut dire que si je fais une séance 18 €, 3 séances 54 €, la consultation du chirurgien 0 €. Donc si la CNAM trouve que ça fait cher, elle me le dit. L'objectif, c'est bien sûr d'améliorer la prise en charge, d'organiser surtout une coordination avec les infirmiers libéraux. On peut enfin entrer en contact avec eux. Et puis, voilà comment ça se passe. La prescription, c'est la page de gauche où je vais prescrire le nombre de séances. Et puis, derrière, il y a la plateforme qu'ils vont contacter pour prendre le rendez-vous avec cette infirmière une semaine avant l'intervention. Ça, c'est le plus difficile à obtenir, c'est qu'ils y pensent une semaine avant. Là, l'infirmière aura, sur la page de droite, vous avez l'infirmier ou l'infirmier libéral va remplir ces items à domicile, qui sont les critères de Chung, plus ce qu'on pourra rajouter, mais c'est le chirurgien qui doit avoir validé cette grille. En fait, c'est une grille assez générale avec le risque de saignement, le degré de douleur, la reprise du transit, la fièvre, la température, etc. Et puis, le chirurgien, l'équipe chirurgicale doit avoir également écrit un protocole de conduite à tenir qui est en général dans le livret du patient en cas de complications. Il y a un QR code que l'infirmier libéral peut flasher et sur ce QR code, il a toutes les conduites à tenir immédiates vis-à-vis d'une complication, mais c'est à l'infirmier de nous contacter en cas de problème, ce n'est pas au patient. Donc voilà la procédure. En amont de l'intervention, et ensuite, une semaine avant l'intervention, pensez à s'inscrire, c'est gratuit sur la plateforme. Il y a aussi un numéro de téléphone pour ceux qui ne se débrouillent pas bien. L'infirmier libéral va recevoir cette information. S'il est dans le secteur, il va contacter le patient pour lui dire « c'est moi qui viendrai, dites-moi le jour de votre intervention exacte ». Et puis en post-opératoire, donc 1 à 3 visites dans les 6 jours. Voilà. Donc le potentiel, on a commencé cette expérimentation à Poissy sur une trentaine de patients. Bon, on a eu pas mal de loupés. Ça nous a permis de rediscuter avec l'URPS Île-de-France, dont le représentant est ici et va discuter avec vous pour vous expliquer plus en détail. En tous les cas, je crois que les infirmiers libéraux qui ont pu réaliser ce geste étaient très satisfaits de le faire, et les patients encore plus, bien entendu. Voilà, si vous voulez en savoir plus. Merci. Vous voyez bien que le coût est très faible nous concernant. Nous sommes très investis sur ces nouveaux actes. Et j'insiste beaucoup parce que nous sommes tenus à une nomenclature, je veux dire, à bien respecter les libellés d'ordonnance qui sont la surveillance clinique et d'accompagnement post-opératoire à domicile. Monsieur Hugo Compré qui vient nous parler du Prado maintenant. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je suis Hugo Crombé de l'assurance maladie, donc chef de projet sur les établissements de santé. Et je vais vous présenter un dispositif assurance maladie, donc qui est le programme de retour à domicile et qui vise justement à faciliter et à sécuriser la prise en charge des patients post-hospitalisation. Et là, plus spécifiquement, comme on va voir, post-hospitalisation pour chirurgie. Donc, ce dispositif, c'est un dispositif qui existe pour la chirurgie depuis 2012 et comme je vous disais, il va avoir pour objectif d'accompagner le patient dans son retour à domicile afin de sécuriser la prise en charge et de faciliter le lien entre l'hôpital et la ville. Alors, il y a plusieurs critères pour que le patient puisse bénéficier de ce dispositif. Bon, déjà, il faut qu'il soit majeur. Ensuite, et c'est important, c'est bien l'équipe médicale hospitalière qui va demander à ce que le patient bénéficie de ce dispositif. Donc, ce n'est pas l'assurance maladie, ce n'est pas les conseillers d'assurance maladie qui vont décider que le patient peut rentrer dans le dispositif. C'est bien l'équipe médicale hospitalière qui a pris en charge le patient qui va choisir ou qui va proposer au patient de bénéficier de ce dispositif assurance maladie. Enfin, je précise que ça concerne toutes les chirurgies, donc viscérales, digestives, orthopédiques. Il n'y a pas de limite pour bénéficier de ce dispositif. Comme je vous disais aussi, donc c'est l'équipe hospitalière qui va proposer à ce que le patient bénéficie d'un accompagnement au retour à domicile et surtout qui va définir les besoins du patient. C'est-à-dire c'est l'équipe médicale hospitalière qui va définir s'il y a besoin dans la semaine post-hospitalisation d'avoir recours 3 fois par semaine à un infirmier qui vient à domicile, qui va définir aussi s'il y a des besoins en masso-kinésithérapie, là aussi 1-2 fois dans la semaine. Et ça peut même aller pour la chirurgie à un accompagnement par le pharmacien.
Et enfin, ce n'est pas mis ici sur la slide, mais forcément et bien évidemment, il y a également un lien qui est fait avec le médecin traitant du patient. Donc là, l'assurance maladie, son objectif, effectivement, une fois qu'elle aura été sollicitée par l'équipe médicale hospitalière, elle va rendre visite auprès du patient qui va pouvoir bénéficier de ce dispositif. Elle va prendre recueillir déjà son acceptation à en bénéficier. Elle va voir avec lui s'il a déjà, le cas échéant, un professionnel, un infirmier qui le prend en charge, il a un kiné de ville qui le prend déjà en charge. Si ce n'est pas le cas, elle va prendre contact, le conseiller d'assurance maladie va prendre contact avec ses professionnels, les professionnels de ville, pour définir la prise en charge du patient post-hospitalisation et surtout organiser les rendez-vous. Et une fois que les rendez-vous sont pris, on ne laisse pas le patient seul dans la nature, c'est-à-dire qu'on s'assure que les rendez-vous ont bien été exécutés. Bon, une fois qu'on a dit ça, moi je vais essayer de vous montrer un petit peu les résultats, parce que comme vous l'avez vu, c'est un dispositif qui commence à avoir une certaine ancienneté. Sur l'Île-de-France, on a 118 établissements qui sont conventionnés Prado, qui sont conventionnés avec l'assurance maladie sur ce dispositif et pour lequel ils peuvent donc solliciter l'assurance maladie de manière à ce que leurs patients bénéficient de cet accompagnement, de cette sécurisation. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que c'est vraiment tout le département qui bénéficie de ce dispositif. Et j'irai même plus loin, on a quasiment tous les établissements de santé qui font de la chirurgie qui ont conventionné avec l'assurance maladie et qui utilisent déjà ce dispositif Prado. Alors, je ne l'ai pas précisé aussi, mais ça concerne à la fois des USPIC, des établissements de santé publics ou également des établissements de santé privés. Là, ici, vous voyez également le nombre de patients qui ont pu bénéficier du dispositif Prado, d'un accompagnement par l'assurance maladie depuis 2019. 2019, dernière année avant la crise sanitaire, comme vous le savez. Donc en 2019, vous voyez, pour l'Île-de-France, il y avait plus de 11 000 patients qui avaient pu bénéficier de cet accompagnement de retour à domicile. Bon, la crise Covid est arrivée et on a eu une baisse en 2020 qui nous fait passer à un peu plus de 6 000 patients qui ont pu bénéficier de cet accompagnement. En 2021, on a une hausse qui est marquée avec plus de 7 000 adhésions. Et puis 2022, on a la hausse qui continue avec 8 000 adhésions. Et enfin 2023, à fin octobre pour l'instant, on est sensiblement sur la même période, sur les mêmes chiffres que 2022. On devrait arriver à un peu plus de 8 000 adhésions à la fin d'année. Donc vous voyez quand même qu'il y a un grand nombre de patients qui ont pu bénéficier de ce retour à domicile organisé par l'assurance maladie et avoir une sécurisation de leur prise en charge une fois de retour chez eux. Donc là, je vous ai vraiment parlé de la chirurgie, mais je souhaitais également mettre en avant un autre volet qu'on déploie outre la chirurgie, qui est le post-SMR. Parce que, comme je vous disais, là, on faisait le lien, lorsque c'est sur le volet chirurgie, post-hospitalisation, c'est-à-dire quand le patient rentrait directement chez lui. Mais parfois, il y a une phase un peu de transition où le patient ne rentre pas directement chez lui, mais est pris en charge en SMR. Donc ici, on fait le lien effectivement aussi. On va accompagner le patient une fois qu'il a été pris en charge en chirurgie, qu'il est par la suite accueilli en SMR. On va organiser sa sortie post-SMR, où là aussi, on va faire le lien entre l'hôpital et la ville, et le lien notamment avec les professionnels de santé libéraux en organisant la prise de rendez-vous. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a eu... donc c'est beaucoup plus récent. Hein. Donc en 2022, on a 233 patients qui ont pu en bénéficier. Et pour 2023, pour l'instant, on a un peu plus de 700 patients qui ont pu en bénéficier. À noter que pour le SMR, ce n'est pas uniquement exclusivement les chiffres pour la chirurgie, mais ça peut être des patients qui ont été pris aussi pour l'insuffisance cardiaque, pour de la BPCO. Donc on n'est pas ici uniquement sur des chiffres propres à la chirurgie. Et pour l'instant, vous voyez, on a 47 établissements qui ont été conventionnés aussi avec l'assurance maladie sur ce dispositif. J'aurais voulu vous montrer une petite vidéo pour que vous puissiez voir effectivement un petit peu comment une adhésion est réalisée et comment l'assurance maladie est sollicitée par l'équipe médicale hospitalière, puis va prendre derrière le consentement du patient pour organiser son retour à domicile. Mais comme il y a quelques problèmes de son, je pense qu'on vous la transmettra à l'issue de la présentation, à l'issue de la journée. Voilà. Non, c'est Madame Nivet. Voilà, Madame Laurence Nivet, qui va nous expliquer un petit peu l'intérêt de la place de l'hospitalisation à domicile dans la prise en charge post-opératoire au retour à domicile. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup tout d'abord pour cette invitation.
C'est une journée extrêmement intéressante en termes de parcours de soins, d'offres de soins, et qui montre bien l'intérêt de la journée régionale de chirurgie pour les parcours patients. Et toutes les présentations, je pense, vont finalement à peu près toutes dans le même sens. Donc, je vais essayer de présenter l'HAD, en tout cas, dans la dynamique de cette journée. Alors, je dirige pour ma part l'HAD de l'APHP, établissement public. C'est la première HAD publique en France, avec à peu près 800 patients en moyenne par jour, sachant qu'il y a 280 structures d'HAD en France qui sont rattachées à la FNEAD, la Fédération nationale des établissements d'HAD, et que l'offre d'hospitalisation à domicile, c'est une offre très spécifique à la France, ancienne. HAD de la Paix, c'est la première en France, 1957. Donc, il y a une vraie pratique, une vraie organisation des soins financée et qui fait école à l'étranger, puisque nous avons depuis 2019 des congrès internationaux tous les 2 ans qui intéressent particulièrement nos amis de l'étranger. Alors, 280 structures, il y en a 13 en Île-de-France, publiques, privées, de tout statut, but non lucratif et à but lucratif également. La région Île-de-France a une particularité puisque sur ces 13 structures d'HAD, vous en avez 3 qui sont à autorisation régionale, l'HAD de la Paix, la Fondation Santé Services et l'HAD de la Croix-Saint-Simon, et puis 10 HAD qui sont sur des aires géographiques plus restreintes, donc beaucoup plus locales, et qui s'inscrivent également bien sûr dans l'activité d'HAD, avec des profils qui seraient plus proches de la moyenne des établissements d'HAD en France. Mais j'y reviendrai. L'HAD, je le précise, je ne sais pas si j'ai besoin de le faire, mais je le précise, c'est bien un statut d'établissement de santé qui passe par la procédure des autorisations et de la certification par la Haute Autorité de Santé, avec une permanence des soins, bien sûr 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un effort très important depuis plusieurs années de médicalisation, et puis des grands champs de prise en charge, la cancéro, les soins palliatifs, la gériatrie, bien sûr, le post-chir, l'infectieux, et puis la pédiatrie, l'obstétrique en anté et en postpartum. Donc, pour vous donner juste un exemple, sur 800 patients en moyenne par jour en HAD de la Paix, on a 550 à 600 patients adultes qui vont couvrir tout le champ que je viens d'évoquer, 140 enfants en moyenne par jour, et puis 80 femmes en anté et postpartum. Alors, le sens de la présentation, je n'avais pas regardé de près, je dois dire, l'activité qu'on peut appréhender par le thème de post-chir. Et je dirais, de façon un peu générale, qu'on a une activité qui est une activité mesurée dans les établissements d'HAD. Ce n'est pas le gros de la prise en charge, que ce sont des prises en charge assez traditionnelles et que la journée d'aujourd'hui le montre, nous avons apporté effectivement des dynamiques plus importantes pour répondre aux besoins qui ont été parfaitement présentés par la Haute Autorité de Santé et par monsieur de l'Observatoire de la chirurgie. Alors, j'ai travaillé donc avec le DIM de l'HAD de la Paix et on a utilisé les séjours PMSI et le chaînage pour avoir un périmètre de l'activité que les services de chirurgie, donc que les séjours de chir avec un acte classant, transfèrent à l'HAD. Les données que je vous montre, ce sont des données nationales à fin septembre 2023. Donc, 2 explications. Septembre 2023, on est quand même sur un volume significatif, parlant. On est sur des données les plus up-to-date, les plus récentes. Et le 3e élément que je voulais vous donner, oui. Et le fait également que la région Île-de-France est dans une dynamique particulière au reste de la France, puisque sur le plan du post-chir, on va réaliser à peu près 30 à 40% de l'activité France entière. Donc, ce que j'appelle les grands classiques, ce que l'on voit, vous voyez là, c'est une classification MPP en mode de prise en charge principale. C'est la classification PMSI en HAD. L'HAD, c'est 96% de financement à la T2A, mais avec des séjours qui sont, qu'on appelle des groupes homogènes de tarifs, qui sont tarifés en termes de groupes homogènes de tarifs, donc une classification spécifique. Donc tout le sujet pour nos DIM, c'est de faire le lien entre la classification PMSI GHM et puis les séjours GHT de l'HAD. Donc on a différentes grilles de lecture et il faut attraper l'activité dont on parle.
d'où le chaînage et une double vision. La première vision, c'est comment ça se classe, comment ces séjours s'inscrivent dans l'activité de l'HAD. Eh bien, on est sur une activité tout à fait classique. 30%, ça va être des pansements complexes, 32%. Le pansement complexe, c'est l'historique de l'HAD. Vous avez le post-traitement chirurgical et puis les traitements intraveineux, donc plutôt l'infectieux, et le postpartum pathologique où nous avons essentiellement les césariennes, l'activité de suite de césarienne. Et ensuite, vous voyez qu'on tombe sur des pourcentages beaucoup plus faibles. Prise en charge de la douleur, 6%, les soins palliatifs, 5%, et puis la rééducation orthopédique qui arrive en 12e position avec 1% de l'activité. On est dans des cœurs de sujet assez classiques de l'HAD. On est aussi dans des cœurs de sujet assez classiques en ce qui concerne les axes principaux en chirurgie, quand même de l'orthopédie avec des prothèses, de suite de prothèses, des amputations et des infections ostéo-articulaires, chirurgie viscérale, la chirurgie vasculaire, l'obstétrique, j'ai parlé des césariennes, et puis la scénologie et l'urologie. Et vous voyez que là, il y a une très grande dispersion des séjours de sortie. Autre éclairage qui montre ce caractère, le fait qu'on a des progrès, qu'il y a vraiment une problématique d'amélioration du recours des services de chir à l'HAD. Ce sont les durées moyennes de séjour qui montrent qu'on a des DMS. Les patients qui sont concernés, qui sont transférés en HAD, sont des patients dont la DMS est de 28 jours, ce qui est extrêmement long, avec une médiane à 18 jours, ce qui est tout aussi long. Donc, bon, on s'est interrogé rapidement, ça mériterait, c'est tout un champ qu'il faut bien entendu étayer, approfondir, clairement. Mais du coup, qui sont ces patients qui viennent en HAD, vraiment, parce que c'est pas la moyenne de la DMS en chir, bien entendu. Et bien évidemment, quelle optimisation possible pour les parcours patients, à la fois ceux-ci, et puis tous ceux qui ne viennent pas en HAD, mais qui peut-être, compte tenu de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, et notamment des défauts de suivi, pourraient éventuellement être pris en charge en HAD ou sur d'autres solutions, puisqu'on présente aujourd'hui un panel de solutions tout à fait complémentaires. J'accélère et je crois que j'ai quasiment fini, j'ai plus que 2 slides. Donc, des enjeux bien sûr de diminution de DMS, des enjeux de qualité des soins. L'HAD, c'est prise en charge pluriprofessionnelle, donc médicale, soignante, diététique, kiné, psychologue, assistante sociale. En milieu écologique, on est dans le domicile, donc avec des enjeux de réadaptation immédiats, différents, en tout cas à réactivité plus directe. Et puis, des lueurs, des travaux en cours depuis longtemps, des organisations innovantes. Il y a eu les expérimentations sur les prothèses de hanche et les prothèses de genoux. Il y a des travaux que nous menons en HAD de la paix, mais qui existent certainement ailleurs, sur la protocolisation, par exemple, en scénologie, avec une sortie à J+2 pour les tumeurs du sein. La question du post-chir en sortie d'ambulatoire, je trouve c'est un vieux sujet de l'HAD et un vieux sujet de dialogue avec la CNAM qui est toujours posé, et quand même les difficultés de sortie d'ambu et de suivi posent quand même la question toujours de quelle meilleure prise en charge des patients qui sortent, y compris de chirurgie. Et puis, la place de l'HAD dans la RAC. Je voulais juste vous présenter, et ce sera vraiment la dernière slide, le sujet, ce qu'a présenté le professeur Michel Kindo aux universités d'été de la FNEAD au printemps dernier, qui sont finalement un travail qu'il a mené sur la RAC et le transfert en HAD, où il montre, donc je n'ai pris qu'une partie de sa présentation, qui est, donc les données lui appartiennent totalement, mais qui concerne bien sûr l'HAD. Donc leur protocole, c'est sorti en HAD au 6e jour post-op pour 14 jours. Ils organisent une coordination des soins en pré-opératoire et en post-opératoire, donc infirmière de RAC et HAD. Et finalement, avec un taux de réhospitalisation avec l'HAD de 4,8%, quand on a un taux national d'hospitalisation conventionnelle de 8,9%. Alors, en ambu et de 16% en hospice. De son étude à 1 an, il éviterait ainsi 106 réhospitalisations avec le recours à l'HAD. Donc, merci. Voilà, je crois qu'on va rapidement... Oui, simplement... Voilà, merci de conclure. Je comprends. Oui, mais c'est parce qu'il y a encore 2 présentations. Oui, très bien. Bon, écoutez, je pense que vous avez compris le sens du message, qui était que je pense qu'on peut développer effectivement des suivis plus intégrés. Merci. Mais venez vous asseoir avec nous, on va discuter après. Merci beaucoup. Monsieur Bellencontre, qui va nous parler du PSAD. Je ne sais pas ce que c'est.
Donc il y a un petit travail de définition à faire en préalable. PSAD, c'est prestataire de soins à domicile. Ah, voilà. Les fameux. Les fameux, qui font partie de tout cet environnement de prise en charge du patient à domicile. En tout cas, à mon tour, je voulais remercier Lorca de m'avoir invité, et je suis ravi de pouvoir vous présenter la solution proposée par Studio Santé pour vos patients après chirurgie. Je vais essayer de faire vite. Effectivement, on en a parlé plusieurs fois dans la journée également. Ce qui était important pour le retour du patient à domicile, c'est d'avoir anticipé et de pouvoir travailler tous en équipe. Donc le principe, ça va être d'accompagner le patient de sa consultation chirurgicale jusqu'à la cicatrisation. Et on pourrait même aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va commencer à s'occuper du patient avant sa consultation. C'est-à-dire qu'on va se mettre en relation avec les équipes médicales, donc anesthésie, chirurgien, équipe paramédicale également, pour pouvoir organiser ce retour à domicile de façon fluide et sécurisée. Du coup, le parti pris, c'est à la fois d'associer le côté humain et le côté digital, puisque aujourd'hui, on a des outils qui sont possibles à mettre en place. Donc, on va parler de Figital. Chez Studio Santé, l'infirmière coordinatrice est vraiment la clé de voûte de cette prise en charge, et qui va tourner autour des différents interlocuteurs qui sont en intra-hospitalier, l'anesthésiste, le chirurgien, les équipes paramédicales, et à domicile avec les infirmières libérales. Voilà. À ça, on va associer le côté digital, on va en reparler un petit peu plus tard. Donc il y a 3 outils principaux qui tournent autour de notre dossier patient qui est ouvert à tous les intervenants autour du patient. Donc il y a OneDay, la lampe d'Aladin et Aviplay. Bon, je ne suis pas toujours d'accord avec les noms, mais ça permet de les retenir. Pour vous dire également que nous avons 18 ans d'expérience sur la prise en charge du patient. Aujourd'hui, par an, c'est à peu près 35 000 patients suivis. Et sur les applications numériques, il y a aujourd'hui 2100 médecins qui utilisent l'application La Lampe d'Aladin et près de 6000 infirmières qui utilisent Aviplay. Voilà. Là, je vais passer rapidement, mais c'est simplement pour vous dire que cette coordination pré-op et post-op répond à un process bien précis et à une checklist aussi précise, mais vous aurez l'occasion de pouvoir la lire plus tard. Donc ça, c'est pour la partie humaine. Pour les applications, donc il y a 3 applications. Je vous ai parlé de OneDay. Donc OneDay, ça va être l'application qui va servir à la fois à l'assistante du chirurgien ou sa secrétaire, et qui va être aussi l'assistant personnel du patient. C'est-à-dire qu'on va intégrer le patient dans sa prise en charge. On va répondre aussi aux critères de la RAC sur informer le patient, le déstresser. Donc il va avoir à disposition une application. Il va même pouvoir en fonction des besoins, faire la signature du devis ou faire la signature du consentement de façon électronique et sécurisée. Et puis, vous avez peut-être entendu parler, il y a une série de livres qui est mise à disposition des patients en fonction de leur chirurgie. Donc, ces livres doivent répondre à toutes les questions des patients avant l'intervention jusqu'à après l'intervention. Ces livres ont été rédigés avec la collaboration de chirurgiens et d'anesthésistes. Ensuite, il y a la lampe d'Aladin et coordination. Donc c'est une application qui est destinée aux prescripteurs et qui permet la rédaction et la signature sécurisée des prescriptions de sortie. Et puis pour finir, une fois que le patient est à domicile, on a parlé du suivi tout à l'heure. Bien, ce suivi et l'échange des photos, vous en parliez également tout à l'heure. L'infirmière libérale va pouvoir inclure les photos directement dans le dossier du patient avec cette application Aviplay. Et ça évite effectivement de retrouver une photo de cicatrice entre le gâteau d'anniversaire et les photos de vacances. Donc on est vraiment sécurisé, voilà, donc chez un hébergeur de santé. Donc comme on a dit un petit peu tout au long de la journée, c'est vrai que la réussite du post-op, ça dépend de la préparation en préopératoire. Et voilà, et de ce travail en équipe qu'on est en capacité de faire avec vous. Voilà. Merci beaucoup. Je vais pouvoir faire intervenir Alexis Ernaud, qui est le directeur de Cal Médical et SMS, le suivi par SMS, je crois bien.
Bonsoir à tous. Je ne vais pas vous parler de technologie, parce que la technologie, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Je vais plutôt vous montrer comment on fait pour mettre en place des outils numériques qui vont s'adapter et qui vont être pertinents pour vos patients. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai intitulé la présentation « S'affranchir de la fracture numérique ». Donc l'observance, ce n'est pas un secret, c'est un problème en médecine. Mais finalement, c'est la même chose pour le numérique. Le défaut d'observance est aussi un grand problème. Alors la solution, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est aller vers. Et aller vers, vous en avez entendu parler assez récemment, notamment pendant la Covid. Aller vers, ça veut dire s'adapter à la situation de votre patient. Ça veut dire le comprendre pour mettre en place les outils, qu'ils soient numériques ou pas d'ailleurs, pour pouvoir s'adresser à lui de façon efficace. Alors on va appliquer ça à un exemple concret que vous connaissez, l'appel de la veille et du lendemain. Donc c'est essentiel, c'est très efficace, mais c'est très chronophage. Donc comment faire ? Voilà. La première chose, c'est de comprendre le patient. Dans le numérique, la fracture, elle est principalement liée à l'âge. Si vous regardez vos patients, vous voyez que vous en avez une majorité, enfin pas une majorité, une grande proportion qui a plus de 50 ans. Ça permet de faire une analyse intéressante. Si vous regardez l'usage du numérique du téléphone, vous pouvez comprendre que les personnes de plus de 60 ans vont très peu utiliser, par exemple, le chargement d'application. Là, j'ai pris l'exemple du chargement d'application. J'aurais pu prendre autre chose. Donc, si vous voulez faire une application, par exemple, vous dites, bon, il faut s'assurer qu'on est plutôt à gauche du graphe qu'à droite du graphe. Quand on parle de la veille et appel de la veille et du lendemain, on cherche à reproduire un dialogue. Si vous voulez aller vers le patient, il faut se dire, bon, comment est-ce que je peux reproduire ce dialogue de façon numérique ? Et pour ça, vous savez, ou vous ne savez pas, que les outils conversationnels sur les téléphones ont montré qu'ils étaient très efficaces et surtout très utilisés. Alors d'abord chez les jeunes, vous connaissez au moins une partie de ces icônes, soit parce que vous les utilisez, soit parce que vous avez des ados à la maison qui les utilisent. Chez les moins jeunes, c'est la même chose. Vous voyez que les icônes sont un petit peu différentes. Mais chez tout le monde, vous avez ça, le SMS. Alors, le SMS, ce n'est pas une fin. Le SMS a un intérêt, c'est qu'il est utilisé par tout le monde. Par contre, vous avez un challenge technologique. Si vous voulez faire du dialogue sur du SMS, il faut être capable de faire cette conversation. Et dans ces cas-là, la solution, c'est de faire des arbres décisionnels. Alors ça, je vois des regards effrayés. Ça, c'est sous le capot. Un patient ne verra jamais ça. Un patient qui voit bien, il reçoit un message, celui qui est tout en haut. Si tout va bien, répondez TVP. Le patient qui ne va pas bien ou qui a des problèmes, eh bien, soit il dit aide, soit il ne répond pas, soit il pose la question qu'il veut. Et ça s'applique à l'appel de la veille, à l'appel du lendemain, ça peut s'appliquer à plein d'autres choses. On est en train de l'appliquer au recueil du consentement, parce que vous avez vu sur la diapositive précédente qu'on avait 95% de taux de réponse, versus quand on utilise une application à peu près entre 20 et 30%. Ça s'applique aussi, par exemple, à la maximisation de l'utilisation des plateaux techniques. Donc, c'est-à-dire détecter qui ne va pas venir en amont, à J-7, pour essayer de trouver des remplaçants. Voilà, la présentation était courte. Merci beaucoup. C'est sur le principe que je voulais montrer. Merci beaucoup. Bon, j'invite tous les orateurs à s'asseoir et on va répondre à vos questions. On a presque 10-15 minutes, si le professeur Jean-Philippe est d'accord, pour échanger. Donc, à vous la parole. Si on peut apporter le micro au fur et à mesure aux personnes qui souhaitent parler, c'est bien. C'est tout en haut. Hein. Hop, hop, hop. Ou alors peut-être que vous allez descendre. Ça marche pas ? Parlez bien fort, oui, merci. La question, je vais répéter la question pour m'assurer que je l'ai bien comprise. Quel outil mettre en place pour les patients qui n'ont pas de téléphone ? Alors, le 100%, ça n'existe pas dans rien du tout. Donc, si un patient n'a pas de téléphone ou s'il refuse et il ne se sent pas à l'aise, eh bien, vous restez sur le mode, on va dire le mode par défaut. Vous appelez ou voilà. Le papier n'est pas forcément une bonne solution, par contre. Alors, moi, j'ai plusieurs questions. Je suis représentant d'usagers, donc j'ai une casquette un peu bizarre dans ce milieu-là. J'entends les solutions, j'entends la difficulté. Ce que j'entends, c'est qu'on sait aujourd'hui définir qu'il y a des problématiques qui ont été déjà vues et recensées, sur le pansement par exemple, et la douleur. Ce que je ne vois pas, c'est qu'est-ce qu'on fait en amont. C'est-à-dire qu'on attend d'avoir le problème alors qu'on sait qu'il existe et on réagit après. Donc déjà, pour moi, il y a un trou dans la raquette.
Le deuxième problème que je vois, c'est l'accessibilité au numérique. Je suis pour le numérique, mais pas pour tout le monde. Pourquoi ? On s'aperçoit que ça demande une compréhension et un outillage un peu, on va dire, intellectuel, mine de rien. C'est du binaire, il faut comprendre comment fonctionne le binaire, et le 0-1 n'est pas donné pour tout le monde, pour dire les choses simplement. La troisième chose que je ne vois pas et qui me dérange, c'est qu'on ne prévoit pas l'importance en amont, et là je réinsiste, sur la prévention et les informations à donner. Encore, c'est un point dans la raquette. C'est-à-dire qu'on raisonne, on attend le problème, il y a un problème ou pas, tant mieux s'il n'y a pas de problème, mais les chiffres qui m'ont frappé, qu'a fait Mohamed de l'ARS, c'est la notion de besoin social qui n'est pas satisfait. À aucun moment, je ne l'ai vu, j'ai entendu dans les solutions quelque chose qui réponde à cette nécessité. Et on sait bien que s'il n'y a pas une prise en charge du besoin social, ça retarde aussi la prise en charge, donc le rétablissement. Est-ce que l'un de vous voudrait répondre ? C'est peut-être Prado, HAD, ou alors... Sur le Prado. Merci. J'en profite juste effectivement sur le Prado, sur le dernier point, sur le côté social, effectivement, on a la possibilité, et c'est le cas pour 20% d'ailleurs des personnes qui bénéficient du dispositif Prado, chirurgie mais pas que, d'avoir un accompagnement social, c'est-à-dire notamment tout ce qui est portage des repas, aide ménagère, pour justement permettre et que ça ne soit pas un élément bloquant de la prise en charge du patient et surtout de son retour à domicile. Donc on met en place également des actions supplémentaires pour ceux qui en ont besoin d'aide sociale pour ces patients, voilà, aide ménagère ou portage des repas encore. On essaye de répondre au mieux aux besoins. Mais c'est vrai que dans nos items préopératoires, y compris dans la préhabilitation, on n'a pas tellement abordé le sujet de la demande d'aide sociale. C'est pas dans les items, hein. On fait préhabilitation, RAC, mais on n'a pas tellement parlé de... Si, on a parlé de la préhabilitation d'aide à domicile. Enfin... Ouais. J'ai une remarque par de l'accompagnement. Il faut se rappeler que l'ambulatoire des contraintes, c'est d'avoir un accompagnant. Et c'est vrai que l'implication, on va dire, sociale de l'environnement... Moi, ça ne me choque pas dans les recommandations de tous les textes qui ont été faits. Il y a cette notion d'accompagnement qui ne touche pas tous les patients. Mais l'ambulatoire ne touchera jamais tous les patients. On parle de 80% de cibles, actuellement on est à 60%. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en consultation de chirurgie ou d'anesthésie, on implique les accompagnants. Et évidemment qu'il y a des charges qui vont leur être données d'accompagnement des traitements, d'ouverture à l'infirmière, d'ouverture au kiné, qui sont absolument liés à cette présence de l'accompagnant. Et que quand ils n'en ont pas, c'est là que ça se passe mal l'ambulatoire, et c'est là qu'il y a le SSR, c'est là qu'il y a des systèmes comme l'HAD, qu'il peut y avoir des choses plus lourdes. Mais il ne faut pas oublier que la plupart des patients mettent en œuvre un accompagnant qui est quelqu'un de leur famille ou de leur entourage, qui va même venir les chercher dans les structures. Donc il y a quand même cette place-là, et il ne faut pas trop la dévaloriser et la remplacer par des soignants. L'accompagnement est indispensable. Je suis à 100% d'accord avec vous, mais il y a un gros souci. Et je vous le dis parce que je l'ai vu plusieurs fois dans tous les dossiers que je traite avec les accompagnements, c'est qu'à chaque fois, l'accompagnant est là pour boucher un trou. Excusez-moi de le dire aussi crûment. La deuxième chose, c'est que l'information qui est donnée, elle est primordiale. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment revenir. Il faut vraiment revenir en avant, c'est-à-dire que c'est l'information en amont, c'est la préparation des familles, parce que vous avez vu le chiffre qui a été donné, 80% des familles, je crois que c'est 88% des familles s'occupent. Donc, ils ne sont pas médecins, ils n'ont pas la connaissance, mais il faut les... Non, mais c'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que si on est sur « c'est normal », si c'est normal, ça veut dire qu'on accepte aussi que les gens ne savent pas. En fait, c'est un peu la dérive. La prochaine fois, on va dire que quand on a la grippe, on va mettre en place les assistants sociaux. Sans doute, il y a un problème d'accompagnement, mais appeler les parents pour aller acheter la baguette, ce n'est pas vraiment un besoin. Ça fait partie quand même de la société au quotidien. Et d'ailleurs, les données que vous avez montrées, c'est clair, il y a une grosse partie des chirurgies stomato où les problèmes finalement sociaux sont la difficulté à s'alimenter. C'est un peu un biais de l'interprétation quand même. Sans doute, il faut les mettre en place, mais il ne faut pas basculer tout en hospitalisation conventionnelle simplement pour ça. Et les problèmes, par contre, c'est que 30% des malades ont des problèmes de douleur. C'est là qu'il faut qu'on agisse avant. Mais les aspects sociaux,
sans doute, il faut les détecter et les anticiper, mais je trouve que les données que vous avez présentées ne vont pas assez dans les détails pour dire que c'est le problème principal, en tout cas. Oui, Et puis, je voulais enfin, je intervenir pense aussi qu'on partage tous le sujet de la gradation des besoins et des solutions. Je pense que voilà, on n'a pas suffisamment de ressources. Enfin, il faut qu'on soit extrêmement pertinent dans l'affectation des ressources. Elles sont importantes, mais on voit bien qu'il y a des gros trous dans la raquette, en amont, en anticipation et en post. Alors, petit éclairage HAD, mais juste sur le champ de l'HAD, c'est-à-dire prise en charge hospitalière complexe. On travaille, on prend en charge des patients effectivement avec des aidants. On fait une journée expérience patient, on fait une journée expérience patient et aidant. L'aidant est majeur, il est très important et il est là. Et on est content que les aidants soient là. Et donc il y a toute une réflexion, et vous le savez, sur la place des aidants, etc. Nous prenons également en charge des patients isolés, donc dans tous les champs de l'HAD, mais effectivement également en post-chir. Et ça peut être un critère, pourquoi pas, à condition quand même que la prise en charge soit suffisamment complexe pour relever de l'HAD. Elle ne relève pas forcément de l'HAD. Elle peut relever d'une autre solution, et il y a suffisamment de partenaires autour de la table pour le dire. Et le dernier point, il y a ce qu'on appelle quand même, et là aussi je suis sur le chapeau HAD bien entendu, qui est de dire c'est des prises en charge médico-psychosociales complexes. C'est-à-dire que dans l'accompagnement social, il y a sûrement effectivement la difficulté à prendre sa douche, certainement, mais il y a tout ce champ qui est beaucoup plus dense et intense et qui nécessite une vraie approche pluriprofessionnelle, qui est la dimension médico-psychosociale, c'est-à-dire les interactions finalement entre la pathologie, le post-chir et puis la situation du patient lui-même et de ses aidants. Merci. Moi, j'ai juste une petite question complémentaire dans la suite de ce que disait M. Gady sur existe-t-il vraiment une fracture numérique en Île-de-France? Moi, je consulte à l'hôpital Cochin et à l'Hôtel Dieu. À l'Hôtel Dieu, c'est une population extrêmement défavorisée. Pour ne pas dire que c'est une population souvent sans papier. Eh bien, pendant la consultation, en permanence, les gens sortent leur téléphone. Donc, les populations défavorisées ont souvent un téléphone. Et donc, avec un accès au SMS. Donc, alors, il y avait une enquête qui était faite par le CREDOC qui m'a été montrée il y a quelques temps, il y a au moins 8 ans, qui montrait que la fracture numérique était, en Île-de-France, très faible, quelle que soit la tranche d'âge. Donc peut-être que vous pouvez donner des informations complémentaires. Je n'ai pas dit qu'il n'existe pas de fracture numérique en Île-de-France, mais je crois qu'elle est assez minime. Alors, je pense qu'il y a le numérique, mais finalement, le contact humain, il reste important. Et pour répondre d'abord à la prévention, on a fait beaucoup de prévention. Les patients ne peuvent pas retenir plus de 30% de l'information qu'on leur donne. Ils sont noyés par les documents. Donc, ils vont réaliser, une fois qu'ils sont rentrés chez eux, seulement à ce moment-là, toutes les questions qu'ils auraient aimé poser, et ils vont découvrir leur livret, ils vont découvrir tout ça petit à petit. Donc le rapport humain, il y a le numérique qui est un support indispensable, mais l'humain reste très important. Je vais revenir vers M. Mingatti qui veut absolument vous expliquer mieux ce que c'est que ce soin infirmier à domicile. Oui, juste pour répondre à votre interrogation, nous, je représente les professionnels libéraux, donc on va tous au domicile du patient, qu'on soit infirmier ou kiné, mais on se doit de distinguer ce qui relève de l'aide et ce qui relève du soin. C'est deux choses différentes. Alors, on est des alertes. Effectivement, on est là pour alerter en cas de... Mais on ne peut pas se substituer au niveau de l'aide, on est au niveau du soin. Voilà. Non, mais je vous le dis, non, mais ce qui est, parce que nous, on ne peut intervenir que sur prescription médicale, et donc c'est nomenclaturé. J'ai bien compris ce que vous dites, mais je voulais citer un élément complémentaire à votre pensée. Oui, concernant, je reviens à notre outil, effectivement, ça a été développé par l'URPS infirmière, suite aux nouvelles actes qui ont été nomenclaturés. On s'aperçoit que le docteur Vazon-Bonnet, que je remercie d'avoir participé à cette étude et de nous y associer, permet effectivement, parce que le plus grand risque, c'est dans les 7 premiers jours, et ça permet, vous savez que la région Île-de-France est très bien maillée au niveau des infirmiers libéraux, que les infirmiers libéraux sont motivés, veulent travailler et effectivement sont tournés tous sur l'aide à apporter aux patients, parce que de tout ce qu'on parle, effectivement, le plus avantage, c'est au niveau du patient et que tous les soins sont liés autour de lui et qu'on le sait tous, si le patient reste à domicile, le mieux, il sort de l'hôpital le plus vite possible, c'est bon pour tout le monde et c'est bon pour le patient. Et puis également, il y a quand même un coût économique, parce que vous avez remarqué que 18 € par jour,
sur une semaine, ça reste 54 €. Il n'y a pas moins cher. Et on est efficace et on est capable. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Madame. Pour répondre du point de vue de la HAS, en fait, ce qui est fait, c'est l'évaluation chaque année des pratiques professionnelles qui sont en lien avec le résultat des réhospitalisations notamment. Donc voilà, c'est un suivi annuel de la qualité des pratiques au niveau institutionnel, c'est ce qui est fait. Et juste pour replacer les choses dans leur contexte, 0,5% de réhospitalisation à 3 jours, c'est à peu près 20 000 patients sur les 3 millions de séjours de chirurgie ambulatoire. Évidemment qu'il y a encore de l'amélioration à gagner quand on sait qu'à 3 jours, c'est pour la moitié des réhospitalisations pour des douleurs. Donc, il y a aussi de l'amélioration à gagner de ce point de vue-là. L'autre chose que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on est à 60% de chirurgie réalisée en ambulatoire, mais c'est de la chirurgie, réalisée et non pas programmée, parce qu'on a un gap entre ce qui a été programmé en ambulatoire et qui n'a pas pu se faire en ambulatoire et ce qui est réalisé. Les chiffres qu'on a, c'est le réalisé uniquement. Donc, on ne sait pas en fait combien d'interventions ont été programmées en ambulatoire. Voilà. C'est vrai que vos résultats, ils sont plutôt optimistes, parce que la réalité, elle est, en tout cas pour ce qui concerne les hémorroïdectomies, on a pratiquement un patient sur 2 qui reprend un avis, au moins par téléphone, si ce n'est en se présentant à l'hôpital, et 1 sur 4 qui va avoir besoin d'un geste complémentaire. Puis pour la douleur, la gestion de la douleur par outil numérique, ce qui me pose question, c'est que dans cette gestion de douleur, la douleur peut révéler une complication. Il n'y a pas juste gérer une douleur, mais il y a aussi dépister la complication. Et parfois, c'est difficile à J5 sur une douleur de savoir si elle est juste liée à une mauvaise prise des antalgiques ou parce que ça révèle déjà le début d'un problème. Je pense que parler de qualité et d'échec ou de réussite ou de limite de réhospitalisation dépend beaucoup de la saisie des données et de l'interprétation des données. Par exemple, je pense qu'on ne vous signale pas qu'un patient vomissant en ambulatoire partant de l'établissement après avoir reçu 40 mg de kétamine pour ne plus avoir mal, revient quelques heures après et à ce moment-là, on se rend compte qu'il a reçu en fait 40 mg de morphine par voie intraveineuse, par perfusion, heureusement, et pas injectable directement. Ça m'étonnerait aussi que vous sachiez que Madame Machin est venue pour une IVG, mais qu'elle est revenue, donc ça c'était le mardi, qu'elle est revenue le vendredi morte. Parce qu'en regardant le dossier, on a compris que le compte-rendu de l'anapathe rangée prouvait qu'elle avait eu une grossesse extra-utérine. Je pense que vous n'avez pas non plus été au courant qu'une patiente de 17 ans venue dans un hôpital voisin pour bénéficier, pensait-on, d'une interruption de grossesse, a eu cette tentative d'interruption de grossesse rectifiée après en prestation de traitement de sa pathologie mammaire pour laquelle elle était venue en ambulatoire. Bien, je vous remercie tous parce qu'il va y avoir la réunion de synthèse des ateliers. Je pense que tout le monde était complémentaire. Vous avez compris qu'il y avait la chirurgie ambulatoire, la chirurgie un peu plus lourde. Ça ne s'adresse pas toujours aux mêmes patients. Et là, on a un panel de prestations avec pas forcément l'embarras du choix, mais la possibilité de même cumuler peut-être plusieurs possibilités. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et je pense qu'on pourra renouveler ce genre de débat. Merci beaucoup à tous. Au revoir.